Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 3 avril 2018, voici les titres du journal. Processus électoral pour les sénatoriales, exit le contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel a décidé. Ce sera le RDPC dans le sud-ouest et à l'ouest. L'audience du jour est en tête du journal. Processus d'interdiction en panne pour les whisky en sachet. Producteurs et consommateurs font la sourde oreille et résistent à la réglementation. Le 20h30 ouvre le dossier pour comprendre le phénomène. Processus de galvanisation enclenché pour l'équipe du Cameroun aux Jeux du Commonwealth. Le ministre des Sports était à Gold Coast pour la dernière onction avant le coup d'envoi de la compétition. Veillée d'armes à vivre avec les envoyés spéciaux de la CRTV. Ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. La démocratie est en action au Cameroun. Le Conseil constitutionnel, pleinement dans ses prérogatives, a vidé ce mardi le contentieux post-électoral pour les sénatoriales de 2018. Une audience conduite par le président Clément Atangana qui a permis d'examiner les 3 recours introduits. Les requêtes du SDF, de l'UDC et celles de Louis Delors Mbem ont été rejetées ou déclarées irrecevables. Sur cette audience du 3 avril, au Palais des Congrès de Yaoundé, voici le récit de Eugène B. Le Conseil constitutionnel, en toute sérénité, a rendu son verdict sur le contentieux post-électoral des sénatoriales du 25 mars dernier, ce mardi, au cours d'une audience solennelle. Aucun des 2 recours introduits par le SDF au sud-ouest et l'UDC à l'ouest pour irrégularité manifeste n'a prospéré, mais les requérants sont restés fair-play. Nous nous inclinons devant cette décision. Nous allons continuer le combat. La liberté n'est pas acquise du jour au lendemain. Le Conseil constitutionnel est le dernier recours. Nous nous plions à sa décision. En plus de ces 2 affaires inscrites au rôle, le Conseil a eu également à connaître de la requête de Maître Louis Delors Mbem pour annulation du scrutin. La haute juridiction a déclaré sa requête irrecevable parce qu'introduite hors délai. Côté mandataire des partis politiques, c'est la satisfaction. Je me réjouis de constater que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Les élections ne se gagnent pas au tribunal, mais elles se gagnent sur le terrain. Pour Élections Cameroun, régulièrement accusé de connivence avec le RDPC, le verdict du Conseil constitue un soulagement. Le Conseil a remis les choses dans l'ordre, les recours ont été rejetés, ce qui demande bien que les CAM et ses agents sur le terrain ont correctement fait leur travail. Tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel. Au terme de la loi, la haute juridiction doit statuer 15 jours après la clôture du scrutin. Les indiscrétions recueillies auprès du Conseil constitutionnel laissent entendre que l'événement est imminent. Et je confirme, Eugène B, proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ce sera donc après-demain, jeudi, pour ces élections sénatoriales 2018. Dans la suite du journal, la caravane de promotion de l'entrepreneuriat et de la valorisation des métiers agro-pastoraux auprès de la jeunesse est dans la région de l'Est depuis ce mardi. La 5e édition de cette opération des parlementaires Espérance Jeunesse est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Kavaïe Guédibril. Il est accompagné à l'Est par des membres du gouvernement en charge des questions de jeunesse et du secteur agro-pastoral au gouvernement. Retrouvons la caravane à l'escale du département du Rognon. C'est un reportage de Clarisse Tang.
Bangkok Maka, porte d'entrée dans la région de l'Est, une fois sortie de celle du centre par la ville d'Ayos et ses populations, ont vécu un moment unique dans l'histoire du village. Le très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale, enfoulait le sol pour la toute première fois. La troisième personnalité de la République a été accueillie par le gouverneur de la région du Soleil Levant, Grégoire Mvongo, le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, le préfet du Oignon, les sous-préfets des arrondissements d'Atok et à Bomban, les parlementaires du réseau Espérance Jeunesse sous la houlette de l'honorable Gaston Komba et par une élite locale émue et très honorée. Cet accueil était donc à la dimension de l'hôte du jour qui a marqué un arrêt d'importance à la chefferie supérieure Makabe Bund, d'où Sa Majesté Kavaye Guédibril, chef de Mada dans la région de l'extrême nord, est ressorti vêtu de nouveaux attributs traditionnels et d'un nouveau titre supérieur des Makabe Bund, Bertrand et Foudou III, Mping Bund Dibril, entendez le pilier de la communauté. Majesté Mping Bund Dibril, par ma voix, les ancêtres de Bund et tous les autres ancêtres de la région de l'Est donnent leur onction traditionnelle pour que votre mission à l'Est soit productrice et florissante. Nous sommes ici, nous parlementaires, de par la volonté du président Paul Biya, qui fait de sa jeunesse un atout pour son développement à l'horizon 2035. La caravane du réseau Espérance Jeunesse a ensuite mis le cap sur Abomban à l'école technique d'agriculture qui a formé des générations de jeunes dans le secteur de l'agriculture. Le dévouement des apprenants et l'expérience de l'institution ont été ici salués à la place des fêtes d'Abomban où les jeunes sont venus en nombre, réunis autour des parlementaires, des membres du gouvernement, de l'autorité administrative traditionnelle et des forces vives du département. L'invité de marque a ouvert son cœur. Je préfère écouter les messages de tout l'Est avant de m'adresser demain à la région de l'Est. J'ai déjà entendu quelques messages. Demain, il y aura des messages et en ce moment-là, je prendrai la parole pour vous dire ce que j'ai au fond de moi-même. Cette première étape s'est achevée sur une remise de cadeaux et sur la visite d'un campement de pygmées Baka, la cerise sur le gâteau. À suivre donc demain une autre escale dans cette région de l'Est avec le président de l'Assemblée nationale à la tête de cette délégation. Le concept de tourisme durable était en débat ce mardi au Conseil national du tourisme à Yaoundé. L'instance que préside le Premier ministre Philémon Yang examinait les actions à impulser en synergie par les acteurs de ce secteur pour préserver l'environnement géographique et humain tout en travaillant à la promotion du tourisme au Cameroun. Une préoccupation capitale s'il en est. Laurentine Bekono. Protéger l'environnement, promouvoir le patrimoine culturel national, faire bénéficier aux riverains des sites touristiques des retombées du développement du tourisme, telle est la synergie à développer pour promouvoir le tourisme durable dans notre pays. Premier à ouvrir la série des exposés inscrits à l'ordre du jour après l'allocution du Premier ministre, chef du gouvernement, président national du Conseil national du tourisme, Philémon Yang, le ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs. Nous devons reconnaître et préparer une stratégie pour que le développement du tourisme profite aux classes pauvres, aux classes vulnérables et aux communautés enclavées pour qu'ils puissent tirer bénéfice de la localisation de certains sites touristiques, certains sites historiques chez eux. La valorisation du patrimoine culturel est aussi un levier activé pour promouvoir le tourisme durable. Le Cameroun est un immense gisement de trésors artistiques et culturels. Mettre en valeur toutes les formes d'expression
de notre patrimoine culturel matériel et immatériel. C'est l'objet d'un certain nombre de manifestations que le ministère des Arts et de la Culture organise. Pour Yaoundé, la capitale qui fait converger bon nombre de touristes, il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre du projet Grand Yaoundé. C'est le meilleur moyen d'offrir aux visiteurs qui recherchent des prestations de qualité dans un environnement sûr et attrayant une vue plus large des potentialités et réalisations touristiques de Yaoundé et son prolongement naturel dans les villes environnantes. D'ici 5-10 ans, il y aura plus de limites entre Yaoundé et Mfoué, entre Yaoundé et Bankomo, entre Yaoundé et Bala. Donc il faut tenir compte de ça. Au final, il a été reconnu que tout doit être fait pour que des synergies soient bâties entre les différentes administrations concernées par ce thème. En même temps, faire contribuer les partenaires privés dans ce travail de conception d'une stratégie nationale du développement du tourisme durable. Toute l'Afrique dans un pays, le Cameroun affiche la meilleure enseigne et c'est donc par ici la porte d'entrée. Le tourisme sur le terrain, l'activité est en pleine relance dans la région de l'extrême nord. Sevré de touristes depuis 2013, à cause de l'insécurité, cette destination très prisée en raison de ses multiples atouts renoue maintenant peu à peu avec ces touristes. Au grand bonheur des acteurs, ils espèrent améliorer leur chiffre d'affaires et sortir de la zone dite rouge. État des lieux dans l'extrême nord, Abdoulaziz Amadou. La destination extrême nord recommence à aiguiser les appétits des touristes. Ces 6 derniers mois, 67 touristes occidentaux issus de 8 nationalités différentes ont séjourné dans les 6 départements de la région pour apprécier les merveilles de la nature. Les plus importantes délégations sont celles des Russes, 21 au total, 17 Polonais et 11 Allemands. Nous sommes très contents, plus que contents, très heureux d'être ici encore au nord. Je connais le marché de Pousse il y a environ 15 ans déjà. Dans les hôtels et les agences de voyage, l'on renoue avec les affaires. Montre dans un premier temps que l'extrême nord suscite toujours l'intérêt du tourisme international. C'est-à-dire les gens veulent venir ici, veulent découvrir les réalités et l'Afrique authentique que nous avons à notre disposition ici. Dieu merci. Invitons toujours les gens à venir nous visiter ici et tout à fait en s'adressant aussi et surtout à nos compatriotes camerounais. Dans ce secteur, le chiffre d'affaires des opérateurs économiques est passé de 654 millions en 2015 à 850 millions en 2017, selon la délégation régionale du tourisme et des loisirs. Une amélioration à mettre à l'actif des forces de défense et de sécurité. Malheureusement, des poches d'insécurité persistent encore dans cette région de l'extrême nord. Ainsi, le ministre de la Communication porte à la connaissance du public qu'en date du 2 avril 2018, c'était hier lundi, le poste avancé des éléments de la 41e brigade d'infanterie motorisée, basé au lieu dit Sagmé, arrondissement de Fotokol, département du Logon-et-Chari, dans la région de l'extrême nord, a fait l'objet d'une attaque armée menée par le groupe terroriste Boko Haram. Usant de perfidie, les éléments du groupe terroriste venus en grand nombre ont pour les besoins de leur sordide besogne maquillé les véhicules tout-terrain à bord desquels ils se déplacent et arboré des tenues militaires aux couleurs et au motif de la force multinationale mixte. C'est grâce à ce subterfuge qu'ils ont pu se rapprocher de la position occupée par nos forces de défense avant d'ouvrir le feu de manière instantanée. Cette attaque a fait 5 victimes et 3 blessés légers parmi nos forces de défense. Il est important de souligner qu'il y a 2 mois environ, les forces de défense camerounaises ont mené un combat victorieux aux côtés de leurs homologues nigérians dans la forêt de Sambiza, débarrassant ainsi ce refuge terroriste de l'essentiel de la horde barbare de Boko Haram, dont une partie résiduelle semble visiblement avoir rejoint l'autre faction endogène du groupe dénommé Al-Barnawi.
Le président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux éléments de nos forces de défense blessés au cours de cette attaque terroriste. Dans la région du Nord-Ouest, de récents accrochages des forces de défense et de sécurité avec des sécessionnistes terroristes se sont soldés par un lourd bilan côté ennemi avec plusieurs dizaines d'assaillants neutralisés, d'importants stocks d'armes et de munitions saisies, ainsi que de fortes quantités de drogue. Les auteurs d'assassinats perpétrés sur des éléments des forces de défense et de sécurité ont également été appréhendés et faits prisonniers. Au cours de ces opérations, 6 conseillers municipaux qui avaient été enlevés par les terroristes ont été libérés. Dans la région du Sud-Ouest, une opération spéciale menée dans la journée du 2 avril par nos forces de défense et de sécurité dans le département de la Magnou a permis la libération de 12 terroristes européens, dont 7 de nationalité suisse et 5 de nationalité italienne. Pour les ex-otages de nationalité suisse, il s'agit de Riodolfo Tiana, de Giorgia Soldini, Katia Emilia, Quadrini Silvana, Carla et Soldini Fulvio, Rondellini Numa Carlo et Geman Alfred, Gingirelli Vandone Athos. Et pour les ex-otages de nationalité italienne, il s'agit de Manfredini Enrico, Calderato Andrea, Milardi Andrea, G. Carlo, Pontremoli Claudio Diego et de Brimi Gianfranco. Ces touristes appartenant au groupe African Adventure avaient été pris en otage par une bande de terroristes armés dans la localité de Mungondor, arrondissement de Ngouti, c'est dans le département de la Magnou, alors qu'ils se rendaient au site de la Twin Lakes. Le ministre de la Communication adresse les encouragements du gouvernement aux populations pour le soutien et la collaboration qu'elles apportent aux autorités administratives ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité dans la lutte que notre pays mène contre les ennemis de la République, en particulier dans l'extrême nord et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État adresse à nos forces de défense et de sécurité ses félicitations et les exhorte à préserver et à persévérer dans leur engagement au service de la nation, leur courage, leur abnégation et leur esprit de patriotisme face à ces ennemis dont le seul dessein réside dans la violence, le crime, la remise en cause de nos valeurs et la destruction de notre modèle sociétal. Le communiqué est signé de Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La suite du journal, la coalition nationale anti-tabac est en ordre de bataille pour infléchir la consommation du tabac en milieu jeune. L'organisation tenait un atelier de sensibilisation ce mardi à Yaoundé. Il s'est agi d'informer les différents acteurs sur les activités non réglementaires des industries du tabac. La communication qui est conduite ici par Catherine Toulou et Langa. Ils ont pour la plupart consommé du tabac à l'âge de 10 ans pour la première fois. C'est la conclusion d'une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé en 2014 chez les élèves camerounais de 13 à 15 ans. Le tabac puise donc ses consommateurs aujourd'hui parmi les élèves. La coalition nationale anti-tabac veut inverser la tendance à travers la prévention. Nous savons que l'industrie, pour remplacer les fumeurs qui meurent, cible et recrute en milieu jeune. Donc ce que nous faisons actuellement en milieu jeune, c'est que nous encourageons la prévention à partir des élèves eux-mêmes. En valeur absolue, ce sont plus de 300 000 jeunes qui consomment ces produits dangereux qui tuent un de ces consommateurs sur 2. Et parmi ces stupéfiants, la chicha occupe une place de choix. Ce produit est l'équivalent de 100 bâtons de cigarettes pour celui qui le consomme. C'est une drogue dont l'apparence a l'air simple et il faut maintenant dire aux enfants que c'est un produit dangereux. Nous avons vu qu'ils connaissaient mieux la chicha que les spécialistes et ils nous ont révélé que quand ils font des séances de chicha,
Là-dedans, ils mettent du cannabis, ils mettent des alcools forts et ils mettent même des psychotropes. La Coalition nationale de lutte contre la consommation du tabac milite pour l'adoption d'une loi nationale anti-tabac. Par contre, des mesures sont prises dans les établissements scolaires pour contrer cette montée fulgurante de la consommation du tabac en milieu jeune. Et c'est à travers la création des clubs anti-tabac, des plaques d'interdiction de consommation et surtout des sanctions sévères allant jusqu'à l'expulsion définitive. Ouvrons le dossier du 20h30 avec ce constat, le whisky en sachet plus florissant que jamais dans les commerces au Cameroun. Ces produits interdits par les pouvoirs publics depuis plus de 2 ans maintenant sont toujours vendus et consommés à tour de bras. L'interdiction accordait un moratoire de 2 années aux producteurs. Il s'agissait d'écouler les stocks disponibles, mais force est de constater que la production des whiskies en sachet n'a jamais cessé. Le secteur fait de la résistance et tue toujours autant les citoyens consommateurs. Alors que se passe-t-il? Quelques réponses dans cette enquête menée par Oswald Modou. 12 septembre 2016, la date aurait dû faire date dans l'histoire du Cameroun. Cette journée aurait en effet consacré la mort pourtant programmée du whisky en sachet. Tout avait commencé quelques années plus tôt. Une note du Premier ministre interdisant la commercialisation du whisky en sachet sera rendue publique. Principale raison de cette mesure, un conditionnement inapproprié et la qualité approximative de ce véritable torboyau. Pas moins de 3 départements ministériels étaient interpellés pour s'assurer du retrait et d'un nouveau conditionnement du produit. Plus d'1 an après l'expiration du moratoire accordé aux acteurs de la filière pour écouler tout leur stock, le whisky en sachet ne s'est pourtant jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Interroger les acteurs impliqués, c'est comme s'attaquer à un serpent de mer. Dans les couloirs des administrations concernées, le sujet est, pour dire le moins, délicat. Même les producteurs n'y comprennent plus rien. Produits disponibles partout. Là, on passe dans les call box, dans les boutiques, et on a même toute une armada de marques qui apparaissent tous les jours. Sur le marché, on parle d'une 40aine de marques différentes, dont une majorité provient des circuits clandestins. Entre-temps, les acteurs de la filière disent déjà travailler sur la migration vers un autre conditionnement. Nous avons contacté un ensemble de fournisseurs de machines pour chercher les machines qui vont nous permettre de faire les whisky dans les petits conditionnements mais en bouteille. Donc minimum à partir de 10 centilitres. Mais en l'état, on semble se presser plutôt lentement, surtout que la filière n'est pas encore assainie. Tant que les sachets sont là, à 100 francs, ça serait difficile d'introduire d'autres produits en bouteille à 10 centilitres minimum, puisque le prix ne sera pas compétitif. Le whisky en sachet a visiblement de beaux jours devant lui encore. Ce qui n'est pas pour déplaire à ces inconditionnels, heureux qu'ils sont à lubrifier leur gosier à moindre coût. Allons voir le phénomène dans la région du Sud et selon nos correspondants sur place, c'est la même impunité sur les marchés et la même frénésie dans la consommation de ces whiskies en sachet. Les consommateurs de plus en plus jeunes ont maintenant codifié ces transactions qui s'opèrent à ciel ouvert malgré l'interdiction jetée aux oubliettes depuis longtemps déjà. Les constats à Ebolova, Christian Blondel, Ndongo Abia. Après un dur labeur, il a droit à la pause. Et pour se détendre, David Martial prend la direction du kiosque où il s'offre une bonne gorgée à un prix satisfaisant. Moi, je consomme le whisky à chasser parce que la bière a été augmentée à 700. Je préfère prendre mes 2 whisky. Je paye ça à 125. La livreuse se fait la dune grâce à ces whisky en sachet. On a beaucoup de clients. Les jeunes préfèrent consommer le fighter avec ces 4 sachets qui coûtent 500, qui se sentent plus à l'aise par rapport à une bière. C'est ça qui me donne mon pain quotidien. À Ebolova, les whisky en sachet sont vendus comme des petits pains. L'on se rue vers les boutiques du marché pour en acheter en gros ou en détail. Je peux vendre en carton, en paquet à 1700 francs. En détail, je détaille à 500. Pour le carton, il n'y a pas de prix fixe. Pour le carton, on peut vendre à 19 500. On peut vendre même à plus de 19 500. Moi, je me ravitaille sur les commerçants aussi du marché. Très souvent, le consommateur communique à travers un code. Les petits noms sont là. On appelle ça aussi les puces. Les puces, quand tu arrives dans un shop comme vend ça, tu dis que donne-moi une puce pour charger mon téléphone. Une puce, ou bien 2 puces, ou bien 3 puces.
Et le monsieur va comprendre un système de whisky en sachet. Dans plusieurs lieux de rencontre, les adeptes de ces produits ont besoin d'ingurgiter quelques gouttes afin d'agrémenter leur causerie. On l'appelle parfois les Big Bleus, l'oreiller. Il y en a d'autres qui le prennent à la compète. Il y en a d'autres qui le mettent dans un verre, peut-être pour diluer, parce que peut-être le taux est un peu plus fort. Parfois on fait une petite concurrence, comme une petite compétition. Malgré qu'ils encourent des risques de maladie, en l'occurrence la cirrhose de foie, les fans continuent à consommer les whisky en sachet tout en confiant leur vie au Tout-Puissant. Et il faut dire que depuis belle lurette, les autorités sanitaires avaient tiré la sonnette d'alarme quant aux méfaits de ces whisky en sachet sur la santé des consommateurs. Les cancers et autres cirrhoses du foie sont légion, sans évoquer la nocivité de ces emballages plastiques sur l'environnement. Agnès Solange, Abessolo. Toute la force dans un sachet de 5 centilitres. Plus qu'un slogan, une illusion vendue à 100 francs CFA seulement. Boire et mourir après. Le dédain qu'il témoigne pour la vie sur un air chrétien populaire frise la démence. Preuve que la ligne rouge est franchie. Ça entraîne une mort précoce, n'est-ce pas, du cerveau, le fait de consommer de façon excessive et de façon répétée des petites quantités d'alcool, notamment de whisky en sachet. Sous l'effet de l'alcool éthylique, il est ensorcelé par des sons et des paroles, parfois à longueur de journée. Un manque à gagner pour la société. On ne parle plus au travail, on ne parle plus à l'école. Ça entraîne un problème sur le travail, sur le rendement même. Il est clair que la consommation abusive des liqueurs nuit fortement à la santé. Mais en quoi est-ce que le whisky conditionné dans les sachets est-il plus dangereux que les autres? Le whisky en lui-même, en tant que boisson, est déjà dangereux pour la santé. Maintenant, lorsque ce whisky est conservé dans des emballages ou bien dans des contenants en matière plastique, il devient encore plus dangereux du fait que ces contenants sont en majorité constitués de molécules telles que le bisphérol A ou encore des carbonates qui peuvent être dégradés. Les conséquences immédiates, c'est qu'on est plus exposé à faire plus rapidement toutes sortes de pathologies liées déjà à l'alcool. Mais plus grave encore, les cellules nerveuses seront les plus attaquées. On va observer des personnes qui consomment du whisky frélaté, conservé dans des bouteilles ou bien des conservants en plastique, qui vont perdre la vue immédiatement. Subjectif, ce sentiment intime de vivre l'expérience et être le sujet de nos perceptions. À consommer avec modération, peut-on lire quand même? Oui, quand même. Actualité dans le monde rural, le ministère de l'Agriculture remettait des semences de maïs hybrides à haut rendement aux producteurs des régions du centre, sud et est. La cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade de la mairie de Nkola-Famba était présidée par Madame le ministre léguée Clémentine Nanga Messina. Cérémonie racontée ici par Marie-Alphonse Ona Agbe de CRTV Centre. Appuyer les producteurs, c'est une habitude renouvelée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à l'endroit des populations de la région du centre pour maintenir son statut de bassin de production. Cette année, le choix a été porté sur le maïs hybride pour l'arrondissement de Nkola-Famba. Le maïs est l'un des produits les plus consommés dans notre pays. On peut faire du maïs même en ce moment-là en contre-saison. Pour la sécurité alimentaire, donc en général, les productions végétales et les productions animales, on a besoin de maïs. Il y a des produits comme ça phares au niveau du gouvernement qui assurent la sécurité alimentaire des populations. L'amélioration génétique du maïs hybride repose sur la technique d'hybridation. Booster sa production permettra d'engranger des revenus remarquables qui pourront conduire à long terme à la mécanisation agricole. 400 sacs de 25 kg de semences de maïs hybride pour une région à vocation agricole. Le geste n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. Je suis déjà très heureuse pour ce don que je reçois ici en Nkola-Famba. Ça paraît curieux, mais je dis nous sommes au Cameroun. Ça signifie très bien que le vivre ensemble ici est très avancé.
La vulgarisation du projet Maïs hybride s'inscrit dans les projets innovants et porteurs du moment. Un rendement très élevé de la production optimisera la chaîne alimentaire des populations de Nkola Famba, une solution de lutte efficace contre la pauvreté dans cet arrondissement à la terre aride du fait des changements climatiques. À une autre échelle, les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage sont également mobilisés pour le développement de ce secteur agropastoral. Les ministres Henri Eyebe-Aïssi et le docteur Taïga co-présidaient ce mardi les travaux du comité de pilotage du programme de consolidation et de pérennisation des secteurs agriculture, élevage et pêche au Cameroun. L'intérêt de ces travaux, Florence Ngwangele. Près de 5000 jeunes ont déjà été formés au Cameroun depuis 2008 dans les métiers agro-pastoraux et 3000 installés à leur propre compte. Un bilan fort évocateur qui met au centre du développement économique le secteur agro-pastoral. La rencontre tenue à Yaoundé avait donc pour principal objectif d'évaluer les 2 premières phases de ce programme sur la formation professionnelle des jeunes dans ces domaines. On a mis des nouveaux contenus qui sont portés désormais par des référentiels de métiers. On a progressivement recyclé l'équipe pédagogique et même recruté de nouveaux formateurs. On a amélioré le cadre de vie en construisant des salles de classe et des dortoirs. Et enfin, on a mis en place un dispositif pour accompagner les jeunes au terme de leur formation à s'installer pour être agriculteurs, éleveurs ou pêcheurs. Les pouvoirs publics, à travers les résultats engrangés au cours des phases précédentes, n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin, d'où la mise sur pied d'une autre phase qui aura un impact sur l'économie nationale. Il est donc question de consolider toutes les démarches et outils qui ont milité pour qu'on ait ces résultats aujourd'hui. Et il faut maintenant pérenniser pour que désormais le dispositif qu'on a rénové et mis à niveau reste jusqu'à l'éternité. L'agriculture, la pêche et l'élevage sont des secteurs qui génèrent des devises importantes. L'apport du gouvernement constitue à travers ce programme une source d'espoir pour les jeunes diplômés ou non. Dans les finances, le ministre Louis-Paul Motazé recevait en audience ce mardi une délégation de EDF, Électricité de France. Au menu des échanges, le point sur l'état d'avancement du projet de Nachtigal, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation du potentiel hydroélectrique du bassin de la Sanaga. Je vous propose d'entendre ici Madame Marianne Legnaud. Elle est le directeur exécutif du groupe EDF. Elle explique l'état d'avancement de ce projet dans une interview avec notre reporter Alvin Giselze. Le groupe EDF que je représente, bien sûr le gouvernement camerounais et la SFI, et notre venue aujourd'hui pour rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre, c'est aussi la volonté de faire le point sur les quelques sujets qui nous séparent du closing financier et de la décision d'investissement qui nous permettra de commencer la construction le plus vite possible. Donc des questions qui sont en train d'être traitées et résolues, qui ont trait à la concession, au groupe qui va acheter l'électricité ainsi produite, donc qui est la société Eneo, et puis des questions de finalisation des processus financiers entre l'ensemble des acteurs financiers de ce projet. Donc nous sommes très confiants que ce projet est sur la bonne voie et sur une route qui doit être une route droite qui nous mène maintenant à la construction de ce barrage sur la Sanaga. Les principaux gestionnaires de la dette publique du ministère de l'économie et du ministère des Finances sont en session de formation depuis ce mardi ici à Yaoundé. Et pendant une semaine, ces hauts responsables vont acquérir les instruments financiers nécessaires à la gestion active de la dette publique du Cameroun qui est estimée à 4 741 milliards de francs CFA. L'ouverture du séminaire racontée par Alvin Giselze. L'endettement du Cameroun en relation avec son produit intérieur brut est soutenable, 30% par rapport au plafond de 70% fixé par la CEMAC. 4 741 milliards de francs CFA de dette. Le Cameroun entend gérer les risques et non les conséquences du fait des variations du taux de change. Le monde de la finance est très complexe. Lorsqu'on s'endette, il faut se prémunir contre toutes sortes de risques.
Ça peut être des risques de marché, les risques de contrepartie, les risques de refinancement. Il est bon, par mesure de prudence, de se prémunir contre ces risques. Cet atelier organisé à l'intention des gestionnaires de la dette publique, des ministères des Finances, de l'économie et de la planification et du Comité national de la dette publique vise à les sensibiliser et à les outiller sur les coûts, les risques et les aspects opérationnels et légaux. Dans le cas d'espèce, nous nous endettons en euros, en dollars, en monnaie chinoise. Mais vous comprenez très bien que nous n'avons pas assez de risques de change en ce qui concerne l'euro, étant entendu qu'il s'agit d'une parité fixe. Par contre, avec les autres monnaies, il faudrait pouvoir choisir le bon instrument, l'instrument adapté pour pouvoir gérer de manière sereine la dette publique. Dans ce sillage, le Cameroun a sollicité l'appui technique d'Afrique Taxante, un cabinet conseil. L'objectif est d'améliorer la qualité du portefeuille de l'État et d'assurer des prévisions budgétaires fiables. Une autre session de formation, celle-là, se déroule au ministère des Relations extérieures. Le ministre, le jeune Belambela, qui présidait ce 3 avril l'ouverture d'une troisième session de formation en droit international des droits de l'homme. La rencontre a pour thème la lutte contre les discriminations et elle vise la prévention des atteintes aux droits de l'homme et la promotion du dialogue international et de la tolérance. Christelle Fouda pour les détails. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, stipule la Charte des Nations Unies dans l'article 1er de son préambule. Cependant, de nombreuses violations des droits de l'homme trouvent leur cause profonde dans la discrimination. Phénomène social qui est au centre de la troisième session de formation en droit international des droits de l'homme. Nous avons pour objectif de capaciter les uns les autres, de sensibiliser pour œuvrer davantage pour la construction, pour le renforcement de nos états de droit en œuvrant pour la protection des droits de l'homme. L'élimination de la discrimination sous toutes ses formes est une politique gouvernementale vieille de plusieurs années. Dans ce combat, le Cameroun s'appuie sur plusieurs partenaires à l'instar de la Fondation René Cassin, l'École citoyenne et politique de Yaoundé et l'Organisation internationale de la francophonie. Tout être humain, qui qu'il soit, que ce soit femme, que ce soit enfant, que ce soit vieillard, blanc ou noir, nous devons être traités de façon égalitaire. Nous n'avons aucun problème au niveau du Cameroun en général et au niveau de l'université en particulier pour implémenter cette nouvelle problématique qui du reste fait partie de l'arsenal juridique du Cameroun. À l'issue de cette formation, la centaine de participants issus de la famille judiciaire, des organisations des droits de l'homme et des forces de l'ordre seront aptes à prévenir les violations de masse des droits fondamentaux. Retour dans la région du Sud pour cet orage qui sème la désolation. Dans l'arrondissement de Mvangan précisément, plus de 50 ménages sont sinistrés. Le temple de l'EPC, l'un des symboles historiques, a été touché. Le désastre s'est également propagé dans les champs de cacao de ce bassin de production agricole. Retrouvons Franck Evina de CRTV Sud. Ndungue et Oyem 1, deux villages voisins qui partagent la même douleur. La douleur du désastre causé par l'orage qui a laissé sans abri une cinquantaine de familles. Le vent a soufflé si fort que même les maisons bâties en matériaux définitifs n'ont pas pu faire le poids. Nous avons été réveillés aux environs de 2h30 par une violente tempête. La toiture s'est arrachée tout d'un coup et on s'est retrouvé avec les débris de tout genre. Voici la toiture qui s'est envolée là-bas. Ça s'est envolé jusqu'à faire plus de 40 mètres. Voilà ça. 200 feux de tôle broyés. Devant les cases en terre battue, en matériaux de récupération et autres constructions fragiles, la tempête n'a laissé que des ruines. Même la paroisse EPC, Ndungue Philadelphie, qui aura permis d'évangéliser une bonne partie des populations des régions du Sud et de l'Est dans les années 50, a subi les foudres du ciel. L'église a perdu sa toiture, sa charpente et même les murs ont été fissurés, ce qui remet tous nos efforts à néant. Nous voulons demander aux âmes charitables de nous aider à rebâtir ce temple.
Le désastre s'est propagé jusque dans les plantations de cacao et les champs de culture vivrière. C'est le deuxième orage dévastateur dans la région du Sud en l'espace d'une semaine. Les sinistrés attendent qu'un vent d'aide vienne reconstruire tout ce qu'auront détruit les vents violents. L'universitaire Aubin Martial Keugny-Assomon propose à la communauté nationale ses réflexions sur la monnaie électronique et l'inclusion financière en zone CEMAC, de la performance à la sécurité. L'ouvrage, c'est le titre, était publié aux presses universitaires européennes et récemment dédicacé dans la ville de Douala. La cérémonie racontée ici par Rufin Tchakam de Sierre TV Littoral. C'est un véritable plaidoyer en faveur de l'inclusion financière en Afrique centrale qu'Aubin Martial Keugny-Assomon fait à travers cet ouvrage. Monnaie électronique et inclusion financière, de la performance à la sécurité, cas de la région CEMAC. Classé livre événementiel dans le domaine de la finance, l'auteur a le mérite dans cet ouvrage de 188 pages réparti en 4 chapitres d'être le précurseur du décryptage du mode de fonctionnement de la monnaie électronique et l'inclusion financière en Afrique centrale. Il y a une énorme partie des Camerounais qui sont exclus des services financiers et il est important que les jeunes se saisissent de cette matière pour faire des propositions pratiques sur comment faire pour les ramener dans le système formel de la finance. Entre les lignes du livre Monnaie électronique et inclusion financière, de la performance à la sécurité, cas de la région CEMAC, Aubin Martial Keugny-Assomon propose comme exigence en matière de sécurité une stratégie régionale d'inclusion financière, boussole qui guidera les États de la CEMAC à atteindre les objectifs fixés. Autre suggestion que l'auteur dégage dans cet ouvrage, l'émergence d'une industrie de la confiance numérique, sans laquelle les initiatives multiples et variées allant dans le sens d'une plus grande inclusion financière, risque d'être freinée, à défaut d'être anéantie, car les personnes mal intentionnées guettent les moindres failles qui se font toujours dans l'écosystème en construction et qui vont se multiplier à mesure que l'activité prendra de l'ampleur. Le sujet dont le livre traite est d'actualité et que la communauté des banquiers, des telcos, semble apprécier à sa juste valeur. Au cours de la cérémonie de dédicace de ce livre, Monnaie électronique et inclusion financière, de la performance à la sécurité, cas de la région CEMAC, publié aux éditions Presse universitaire européenne, l'ensemble des invités qui ont arraché cet ouvrage comme des petits pains ont félicité Aubin Martial Keugny-Assomon pour ce livre événement. La page des sports est d'abord le reportage du tirage au sort de la Coupe de l'UNIFAC. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale renvoie l'opération prévue ce mardi à demain mercredi. Les explications sur les raisons de ce report, Evariste Eyenga. Ce n'était qu'une fausse alerte. Le tirage au sort du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, n'a pas eu lieu tel que prévu ce mardi. La raison, tous les pays participants ne sont pas en règle. Plusieurs membres des délégations étrangères ont traversé les frontières camerounaises sur présentation de laissez-passer. Une violation de l'exigence d'un passeport en zone UNIFAC. Certains pays, compte tenu de la proximité, ont dû venir avec des laissez-passer qui ne sont pas des documents officiellement admis par, n'est-ce pas, les règles, n'est-ce pas, de l'UNIFAC, des compétitions internationales. 24 heures, c'est le délai supplémentaire accordé à ceux des joueurs non détenteurs de passeport pour se conformer. Une décision plutôt généreuse à 48 heures du début de la compétition. S'agissant d'un tournoi, certes international, mais regroupant des membres d'une grande famille, on a estimé qu'on pouvait donner la chance aux pays qui n'étaient pas en règle de se mettre en règle. Et il leur a été donné jusqu'à demain à 15 heures pour que chaque joueur puisse avoir un passeport. À défaut, l'équipe ne pourra pas participer à la compétition. Prochaine date du tirage au sort, ce mercredi à 16 h dans un hôtel de Yaoundé. 5 pays participants sont déjà au Cameroun, le Tchad, les 2 Congos, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Tous participeront au tirage au sort pour peu qu'ils soient en règle.
Le sport, c'est aussi les nouvelles des 21e Jeux du Commonwealth à Gold Coast. L'équipe du Cameroun a reçu le message d'encouragement du ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidon Pat. Des athlètes maintenant galvanisés malgré quelques forfaits. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions sur cette antenne télé de la CRTV. Je vous dis ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun, télégramme adressé à son Excellence Abdel Fattah Kali Al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte au Caire, et son Excellence Paul Biya qui écrit « Monsieur le Président et chers frères, votre réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations auxquelles j'associe mes vœux de succès dans l'exercice de vos hautes fonctions. Je saisis cette solennelle circonstance pour émettre le souhait de voir, grâce à notre volonté commune, nos États consolider chaque jour davantage leurs excellentes relations d'amitié et de coopération. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Il faut rappeler que la République arabe d'Égypte est connue pour ses pyramides historiques. L'Égypte, grande destination touristique, est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique avec quelques 92 millions d'habitants. Je vous redonne avant la fin de cette édition du 20h30. Avant de refermer complètement ce journal, je vous redonne donc lecture de ce communiqué de presse signé ce mardi par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication qui porte à la connaissance du public qu'en date du 2 avril 2018, le poste avancé des éléments de la 41e brigade d'infanterie motorisée basée au lieu dit Sagmé, arrondissement de Fotokol, département du Logon et Chari dans la région de l'extrême nord, a fait l'objet d'une attaque armée par le groupe terroriste Boko Haram. Usant de perfidie, les éléments du groupe terroriste venus en grand nombre ont, pour les besoins de leur sordide besogne, maquillé les véhicules tout-terrain à bord desquels ils se déplaçaient et arboré des tenues militaires aux couleurs et motifs de la force multinationale mixte. C'est grâce à ce subterfuge qu'ils ont pu se rapprocher de la position occupée par nos forces de défense avant d'ouvrir le feu de manière instantanée. Cette attaque a fait 5 victimes et 3 blessés légers parmi nos forces de défense. Il est important de souligner qu'il y a 2 mois environ, les forces de défense camerounaises ont mené un combat victorieux aux côtés de leurs homologues nigérians dans la forêt de Sambiza, débarrassant ainsi ce refuge terroriste de l'essentiel de la horde barbare de Boko Haram, dont une partie résiduelle semble visiblement avoir rejoint l'autre faction endogène du groupe dénommée Al-Barnaoui. Le président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux éléments de nos forces de défense blessés au cours de cette attaque terroriste. Dans la région du nord-ouest, de récents accrochages des forces de défense et de sécurité avec des sécessionnistes terroristes se sont soldés par un lourd bilan côté ennemi avec plusieurs dizaines d'assaillants neutralisés, d'importants stocks d'armes et de munitions saisies, ainsi que de fortes quantités de drogue. Les auteurs d'assassinats perpétrés sur des éléments des forces de défense et de sécurité ont également été appréhendés et faits prisonniers. Au cours de ces opérations, 6 conseillers municipaux qui avaient été enlevés par les terroristes ont été libérés. Dans la région du sud-ouest, une opération spéciale menée dans la journée du 2 avril 2018 par nos forces de défense et de sécurité dans le département de la Magno a permis la libération de 12 touristes européens, dont 7 de nationalité suisse et 5 de nationalité italienne.
Ces touristes appartenant au groupe African Adventure avaient été pris en otage par une bande de terroristes armés dans la localité de Mungundor, arrondissement de Ngouti, et c'est bien dans le département du Coupé Manengouba, sur le site des Twin Lakes. Le ministre de la Communication adresse les encouragements du gouvernement aux populations pour le soutien et la collaboration qu'elles apportent aux autorités administratives ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité dans la lutte que notre pays mène contre les ennemis de la République, en particulier dans l'extrême nord et dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État adresse à nos forces de défense et de sécurité ses félicitations et les exhorte à persévérer dans leur engagement au service de la nation. Leur courage, leur abnégation et leur esprit de patriotisme face à ces ennemis dont le seul dessein réside dans la violence, le crime, la remise en cause de nos valeurs et la destruction de notre modèle sociétal. Le communiqué est donc signé de Issa Tiroma Bakari, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et c'est la fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Lucie Colette Avoulou. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Retrouvez sur cette antenne immédiatement votre documentaire intitulé Blanc-Noir. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Avec ce constat, le whisky en sachet plus florissant que jamais dans les commerces au Cameroun. Ces produits interdits par les pouvoirs publics depuis plus de 2 ans maintenant sont toujours vendus et consommés à tour de bras. L'interdiction accordait un moratoire de 2 années aux producteurs. Il s'agissait d'écouler les stocks disponibles, mais force est de constater que la production des whiskies en sachet n'a jamais cessé. Le secteur fait de la résistance et tue toujours autant les citoyens consommateurs. Alors que se passe-t-il? Quelques réponses dans cette enquête menée par Oswald Modon. 12 septembre 2016, la date aurait dû faire date dans l'histoire du Cameroun. Cette journée aurait en effet consacré la mort pourtant programmée du whisky en sachet. Tout avait commencé quelques années plus tôt. Une note du Premier ministre interdisant la commercialisation du whisky en sachet sera rendue publique. Principale raison de cette mesure, un conditionnement inapproprié et la qualité approximative de ce véritable torboyau. Pas moins de 3 départements ministériels étaient interpellés pour s'assurer du retrait et d'un nouveau conditionnement du produit. Plus d'1 an après l'expiration du moratoire accordé aux acteurs de la filière pour écouler tout leur stock, le whisky en sachet ne s'est pourtant jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Interroger les acteurs impliqués, c'est comme s'attaquer à un serpent de mer. Dans les couloirs des administrations concernées, le sujet est, pour dire le moins, délicat. Même les producteurs n'y comprennent plus rien. Produits disponibles partout. Là, on passe dans les call box, dans les boutiques. Et on a même toute une armada de marques qui apparaissent tous les jours. Sur le marché, on parle d'une 40aine de marques différentes, dont une majorité provient des circuits clandestins. Entre-temps, les acteurs de la filière disent déjà travailler sur la migration vers un autre conditionnement. Nous avons contacté un ensemble de fournisseurs de machines pour chercher les machines qui vont nous permettre de faire les whisky dans les petits conditionnements mais en bouteille. Donc minimum à partir de 10 centilitres. Mais en l'état, on semble se presser plutôt lentement, surtout que la filière n'est pas encore assainie. Tant que les sachets sont là, à 100 francs, ça serait difficile d'introduire d'autres produits en bouteille à 10 centilitres minimum, puisque le prix ne sera pas compétitif. Le whisky en sachet a visiblement de beaux jours devant lui encore. Ce qui n'est pas pour déplaire à ces inconditionnels, heureux qu'ils sont à lubrifier leur gosier à moindre coût.
Allons voir le phénomène dans la région du Sud et selon nos correspondants sur place, c'est la même impunité sur les marchés et la même frénésie dans la consommation de ces whiskies en sachet. Les consommateurs de plus en plus jeunes ont maintenant codifié ces transactions qui s'opèrent à ciel ouvert malgré l'interdiction jetée aux oubliettes depuis longtemps déjà. Les constats à Ebolova, Christian Blondel, Ndongo Abia. Après un dur labeur, il a droit à la pause. Et pour se détendre, David Martial prend la direction du kiosque où il s'offre une bonne gorgée à un prix satisfaisant. Moi, je consomme le whisky à chasser parce que la bière a été augmentée à 700. Je peux prendre mes 2 whisky. Je paye ça à 125. La livreuse se fait la dune grâce à ces whisky en sachet. On a beaucoup de clients. Les jeunes préfèrent consommer le fighter avec ces 4 sachets qui coûtent 500, qui se sentent plus à l'aise par rapport à une bière. C'est ça qui me donne mon pain quotidien. À Ebolova, les whisky en sachet sont vendus comme de petits pains. L'on se rue vers les boutiques du marché pour en acheter en gros ou en détail. Je peux vendre en carton, en paquet à 1700 francs. En détail, je détaille à 500. Pour le carton, il n'y a pas de prix fixe. Pour le carton, on peut vendre à 19 500. On peut vendre même à plus de 19 500. Moi, je me ravitaille sur les commerçants aussi du marché. Très souvent, le consommateur communique à travers un code. Les petits noms sont là. On appelle ça aussi les puces. Les puces, quand tu arrives dans un shop comme Vansa, tu dis que donne-moi une puce pour charger mon téléphone. Une puce, ou bien 2 puces, ou bien 3 puces. Et le monsieur va comprendre un système de whisky en sachet. Dans plusieurs lieux de rencontre, les adeptes de ces produits ont besoin d'ingurgiter quelques gouttes afin d'agrémenter leur causerie. On l'appelle parfois les big bleus, l'oreiller. Il y en a d'autres qui le prennent à la compète. Il y en a d'autres qui le mettent dans un verre, peut-être pour diluer, parce que peut-être le taux est un peu plus fort. Parfois on fait une petite concurrence, comme une petite compétition. Malgré qu'ils encourent des risques de maladie, en l'occurrence la cirrhose de foie, les fans continuent à consommer les whisky en sachet tout en confiant leur vie au Tout-Puissant. Et il faut dire que depuis belle lurette, les autorités sanitaires avaient tiré la sonnette d'alarme quant aux méfaits de ces whisky en sachet sur la santé des consommateurs. Les cancers et autres cirrhoses du foie sont légion, sans évoquer la nocivité de ces emballages plastiques sur l'environnement. Agnès Solange, Abessolo. Toute la force dans un sachet de 5 centilitres. Plus qu'un slogan, une illusion vendue à 100 francs CFA seulement. Boire et mourir après. Le dédain qu'il témoigne pour la vie sur un air chrétien populaire frise la démence. Preuve que la ligne rouge est franchie. Ça entraîne une mort précoce, n'est-ce pas, du cerveau, le fait de consommer de façon excessive et de façon répétée des petites quantités d'alcool, notamment de whisky en sachet. Sous l'effet de l'alcool éthylique, il est ensorcelé par des sons et des paroles, parfois à longueur de journée. Un manque à gagner pour la société. On ne parle plus au travail, on ne parle plus à l'école. Ça entraîne un problème sur le travail, sur le rendement même. Il est clair que la consommation abusive des liqueurs nuit fortement à la santé. Mais en quoi est-ce que le whisky conditionné dans les sachets est-il plus dangereux que les autres? Le whisky en lui-même, en tant que boisson, est déjà dangereux pour la santé. Maintenant, lorsque ce whisky est conservé dans des emballages ou bien dans des contenants en matière plastique, il devient encore plus dangereux du fait que ces contenants sont en majorité. Une attaque armée menée par le groupe terroriste Boko Haram. Usant de perfidie, les éléments du groupe terroriste venus en grand nombre ont pour les besoins de leur sordide besogne maquillé les véhicules tout-terrain à bord desquels ils se déplacent et arborer des tenues militaires aux couleurs et au motif de la force multinationale mixte. C'est grâce à ce subterfuge qu'ils ont pu se rapprocher de la position occupée par nos forces de défense avant d'ouvrir le feu de manière instantanée.
Cette attaque a fait 5 victimes et 3 blessés légers parmi nos forces de défense. Il est important de souligner qu'il y a 2 mois environ, les forces de défense camerounaises ont mené un combat victorieux aux côtés de leurs homologues nigérians dans la forêt de Sambiza, débarrassant ainsi ce refuge terroriste de l'essentiel de la horde barbare de Boko Haram, dont une partie résiduelle semble visiblement avoir rejoint l'autre faction endogène du groupe dénommée Al-Barnawi. Le président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux éléments de nos forces de défense blessés au cours de cette attaque terroriste. Dans la région du nord-ouest, de récents accrochages des forces de défense et de sécurité avec des sécessionnistes terroristes se sont soldés par un lourd bilan côté ennemi, avec plusieurs dizaines d'assaillants neutralisés, d'importants stocks d'armes et de munitions saisies, ainsi que de fortes quantités de drogue. Les auteurs d'assassinats perpétrés sur des éléments des forces de défense et de sécurité ont également été appréhendés et faits prisonniers. Au cours de ces opérations, 6 conseillers municipaux qui avaient été enlevés par les terroristes ont été libérés. Dans la région du sud-ouest, une opération spéciale menée dans la journée du 2 avril par nos forces de défense et de sécurité dans le département de la Magnou a permis la libération de 12 terroristes européens, dont 7 de nationalité suisse et 5 de nationalité italienne. Pour les ex-otages de nationalité suisse, il s'agit de Rodolfo Tiana, de Giorgia Soldini, Katia Emilia, Quadrini Silvana, Carla et Soldini Fulvio, Rondellini Numa Carlo et Geman Alfred, Gingirelli Vandone Athos. Et pour les ex-otages de nationalité italienne, il s'agit de Manfredini Enrico, Calderato Andrea, Milardi Andrea, G. Carlo, Pontremoli Claudio Diego et de Brimi Gianfranco. Ces touristes appartenant au groupe African Adventure avaient été pris en otage par une bande de terroristes armés dans la localité de Mungondor, arrondissement de Ngouti, c'est dans le département de la Magnou, alors qu'ils se rendaient au site de la Twin Lakes. Le ministre de la Communication adresse les encouragements du gouvernement aux populations pour le soutien et la collaboration qu'elles apportent aux autorités administratives ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité dans la lutte que notre pays mène contre les ennemis de la République, en particulier dans l'extrême nord et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État adresse à nos forces de défense et de sécurité ses félicitations et les exhorte à préserver et à persévérer dans leur engagement au service de la nation, leur courage, leur abnégation et leur esprit de patriotisme face à ces ennemis dont le seul dessein réside dans la violence, le crime, la remise en cause de nos valeurs et la destruction de notre modèle sociétal. Le communiqué est signé de Issa Chiroma Bakari, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La suite du journal, la coalition nationale anti-tabac est en ordre de bataille pour infléchir la consommation du tabac en milieu jeune. L'organisation tenait un atelier de sensibilisation ce mardi à Yaoundé. Il s'est agi d'informer les différents acteurs sur les activités non réglementaires des industries du tabac. La communication qui est conduite ici par Catherine Toulou et Langa. Ils ont pour la plupart consommé du tabac à l'âge de 10 ans pour la première fois. C'est la conclusion d'une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé en 2014 chez les élèves camerounais de 13 à 15 ans. Le tabac puise donc ses consommateurs aujourd'hui parmi les élèves. La coalition nationale anti-tabac veut inverser la tendance à travers la prévention. Nous savons que l'industrie, pour remplacer les fumeurs qui meurent, cible et recrute en milieu jeune. Donc ce que nous faisons actuellement en milieu jeune, c'est que nous encourageons la prévention à partir des élèves eux-mêmes.
En valeur absolue, ce sont plus de 300 000 jeunes qui consomment ces produits dangereux qui tuent un de ces consommateurs sur deux. Et parmi ces stupéfiants, la chicha occupe une place de choix. Ce produit est l'équivalent de 100 bâtons de cigarettes pour celui qui le consomme. C'est une drogue dont l'apparence a l'air simple et il faut maintenant dire aux enfants que c'est un produit dangereux. Nous avons vu qu'ils connaissaient mieux la chicha que les spécialistes. Et ils nous ont révélé que quand ils font des séances de chicha, là-dedans ils mettent du cannabis, ils mettent des alcools forts et ils mettent même des psychotropes. La Coalition nationale de lutte contre la consommation du tabac milite pour l'adoption d'une loi nationale anti-tabac. Par contre, des mesures sont prises dans les établissements scolaires pour contrer cette montée fulgurante de la consommation du tabac en milieu jeune. Et c'est à travers la création des clubs anti-tabac, des plaques d'interdiction de consommation et surtout des sanctions sévères allant jusqu'à l'expulsion définitive. Ouvrons le dossier du 20h30. Technique d'agriculture qui a formé des générations de jeunes dans le secteur de l'agriculture. Le dévouement des apprenants et l'expérience de l'institution ont été ici salués à la place des fêtes d'Abomban où les jeunes sont venus en nombre, réunis autour des parlementaires, des membres du gouvernement, de l'autorité administrative traditionnelle et des forces vives du département. L'invité de marque a ouvert son cœur. Je préfère écouter les messages de tout l'Est avant de m'adresser demain à la région de l'Est. J'ai déjà entendu quelques messages. Demain, il y aura des messages et en ce moment-là, je prendrai la parole pour vous dire ce que j'ai au fond de moi-même. Cette première étape s'est achevée sur une remise de cadeaux et sur la visite d'un campement de pygmées Baka, la cerise sur le gâteau. À suivre donc demain une autre escale dans cette région de l'Est avec le président de l'Assemblée nationale à la tête de cette délégation. Le concept de tourisme durable était en débat ce mardi au Conseil national du tourisme à Yaoundé. L'instance que préside le Premier ministre Philémon Yang examinait les actions à impulser en synergie par les acteurs de ce secteur pour préserver l'environnement géographique et humain tout en travaillant à la promotion du tourisme au Cameroun. Une préoccupation capitale s'il en est. Laurentine Bekono. Protéger l'environnement, promouvoir le patrimoine culturel national, faire bénéficier aux riverains des sites touristiques des retombées du développement du tourisme, telle est la synergie à développer pour promouvoir le tourisme durable dans notre pays. Premier à ouvrir la série des exposés inscrits à l'ordre du jour après l'allocution du Premier ministre, chef du gouvernement, président national du Conseil national du tourisme, Philémon Yang, le ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs. Nous devons reconnaître et préparer une stratégie pour que le développement du tourisme profite aux classes pauvres, aux classes vulnérables et aux communautés enclavées pour qu'ils puissent tirer bénéfice de la localisation de certains sites touristiques, certains sites historiques chez eux. La valorisation du patrimoine culturel est aussi un levier activé pour promouvoir le tourisme durable. Le Cameroun est un immense gisement de trésors artistiques et culturels. Mettre en valeur toutes les formes d'expression de notre patrimoine culturel matériel et immatériel. C'est l'objet d'un certain nombre de manifestations que le ministère des Arts et de la Culture organise. Pour Yaoundé, la capitale qui fait converger bon nombre de touristes, il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre du projet Grand Yaoundé. C'est le meilleur moyen d'offrir aux visiteurs qui recherchent des prestations de qualité dans un environnement sûr et attrayant, une vue plus large des potentialités et réalisations touristiques de Yaoundé et son prolongement naturel dans les villes environnantes. D'ici 5-10 ans, il y aura plus de limites entre Yaoundé et Mfoué, entre Yaoundé et Bankomo, entre Yaoundé et Bala. Donc il faut tenir compte de ça. Au final, il a été reconnu que tout doit être fait pour que des synergies soient bâties
entre les différentes administrations concernées par ce thème. En même temps, faire contribuer les partenaires privés dans ce travail de conception d'une stratégie nationale du développement du tourisme durable. Toute l'Afrique dans un pays, le Cameroun affiche la meilleure enseigne et c'est donc par ici la porte d'entrée. Le tourisme sur le terrain, l'activité est en pleine relance dans la région de l'extrême nord. Sevré de touristes depuis 2013, à cause de l'insécurité, cette destination très prisée en raison de ses multiples atouts renoue maintenant peu à peu avec ces touristes. Au grand bonheur des acteurs, ils espèrent améliorer leur chiffre d'affaires et sortir de la zone dite rouge. État des lieux dans l'extrême nord, Abdoulaziz Amadou. La destination extrême nord recommence à aiguiser les appétits des touristes. Ces 6 derniers mois, 67 touristes occidentaux issus de 8 nationalités différentes ont séjourné dans les 6 départements de la région pour apprécier les merveilles de la nature. Les plus importantes délégations sont celles des Russes, 21 au total, 17 Polonais et 11 Allemands. Nous sommes très contents, plus que contents, très heureux d'être ici encore au nord. Je connais le marché de Pousse il y a environ 15 ans déjà. Dans les hôtels et les agences de voyage, l'on renoue avec les affaires. Montre dans un premier temps que l'extrême nord suscite toujours l'intérêt du tourisme international. C'est-à-dire les gens veulent venir ici, veulent découvrir les réalités et l'Afrique authentique que nous avons à notre disposition ici. Dieu merci. Invitons toujours les gens à venir nous visiter ici et tout à fait en s'adressant aussi et surtout à nos compatriotes camerounais. Dans ce secteur, le chiffre d'affaires des opérateurs économiques est passé de 650 millions en 2015 à 850 millions en 2017, selon la délégation régionale du tourisme et des loisirs. Une amélioration à mettre à l'actif des forces de défense et de sécurité. Malheureusement, des poches d'insécurité persistent encore dans cette région de l'extrême nord. Ainsi, le ministre de la Communication porte à la connaissance du public qu'en date du 2 avril 2018, c'était hier lundi, le poste avancé des éléments de la 41e brigade d'infanterie motorisée, basé au lieu dit Sagmé, arrondissement de Fotokol, département du Logon-Ishari, dans la région de l'extrême nord, a fait l'objet Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 3 avril 2018, voici les titres du journal. Processus électoral pour les sénatoriales. Exit le contentieux post-électoral. Le Conseil constitutionnel a décidé. Ce sera le RDPC dans le sud-ouest et à l'ouest. L'audience du jour est en tête du journal. Processus d'interdiction en panne pour les whisky en sachet. Producteurs et consommateurs font la sourde oreille et résistent à la réglementation. Le 20h30 ouvre le dossier pour comprendre le phénomène. Processus de galvanisation enclenché pour l'équipe du Cameroun aux Jeux du Commonwealth. Le ministre des Sports était à Gold Coast pour la dernière onction avant le coup d'envoi de la compétition. Veillée d'armes à vivre avec les envoyés spéciaux de la CRTV. Ce sera en page des sports. Voilà pour les titres. La démocratie est en action au Cameroun. Le Conseil constitutionnel, pleinement dans ses prérogatives, a vidé ce mardi le contentieux post-électoral pour les sénatoriales de 2018. Une audience conduite par le président Clément Atangana qui a permis d'examiner les 3 recours introduits. Les requêtes du SDF, de l'UDC et celles de Louis Delorme Bem ont été rejetées ou déclarées irrecevables. Sur cette audience du 3 avril, au Palais des Congrès de Yaoundé, voici le récit de Eugène B. Le Conseil constitutionnel, en toute sérénité, a rendu son verdict.
sur le contentieux post-électoral des sénatoriales du 25 mars dernier, ce mardi, au cours d'une audience solennelle. Aucun des deux recours introduits par le SDF au sud-ouest et l'UDC à l'ouest pour irrégularité manifeste n'a prospéré. Mais les requérants sont restés fair-play. Nous nous inclinons devant cette décision. Nous allons continuer le combat. La liberté n'est pas acquise du jour au lendemain. Le Conseil constitutionnel est le dernier recours. Nous nous plions à sa décision. En plus de ces deux affaires inscrites au rôle, le Conseil a eu également à connaître de la requête de Maître Louis Delors Mbem pour annulation du scrutin. La haute juridiction a déclaré sa requête irrecevable parce qu'introduite hors délai. Côté mandataire des partis politiques, c'est la satisfaction. Je me réjouis de constater que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Les élections ne se gagnent pas au tribunal, mais elles se gagnent sur le terrain. Pour Élections Cameroun, régulièrement accusé de connivence avec le RDPC, le verdict du Conseil constitue un soulagement. Le Conseil a remis les choses dans l'ordre, les recours ont été rejetés, ce qui demande bien que l'ECAM et ses agents sur le terrain ont correctement fait leur travail. Tous les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel. Au terme de la loi, la haute juridiction doit statuer 15 jours après la clôture du scrutin. Les indiscrétions recueillies auprès du Conseil constitutionnel laissent entendre que l'événement est imminent. Et je confirme, Eugène B, proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Ce sera donc après-demain, jeudi, pour ces élections sénatoriales 2018. Dans la suite du journal, la caravane de promotion de l'entrepreneuriat et de la valorisation des métiers agro-pastoraux auprès de la jeunesse est dans la région de l'Est depuis ce mardi. La 5e édition de cette opération des parlementaires Espérance Jeunesse est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Il est accompagné à l'Est par des membres du gouvernement en charge des questions de jeunesse et du secteur agro-pastoral au gouvernement. Retrouvons la caravane à l'escale du département du Haut-Nyon. C'est un reportage de Clarisse Tang. Akok-Maka, porte d'entrée dans la région de l'Est, une fois sortie de celle du centre par la ville d'Ayos et ses populations, ont vécu un moment unique dans l'histoire du village. Le très honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, enfoulait le sol pour la toute première fois. La 3e personnalité de la République a été accueillie par le gouverneur de la région du Soleil Levant, Grégoire Mvongo, le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, le préfet du Haut-Nyon, les sous-préfets des arrondissements d'Atok et à Bomban, les parlementaires du réseau Espérance Jeunesse sous la houlette de l'honorable Gaston Komba et par une élite locale émue et très honorée. Cet accueil était donc à la dimension de l'hôte du jour qui a marqué un arrêt d'importance à la chefferie supérieure Makab Bund, d'où Sa Majesté Kavaye Djibril, chef de Mada dans la région de l'extrême nord, est ressorti vêtu de nouveaux attributs traditionnels et d'un nouveau titre supérieur des Makab Bund, Bertrand et Foudou III, Mping Bund Djibril, entendez le pilier de la communauté. Majesté Mping Bund Djibril, par ma voix, les ancêtres de Bund et tous les autres ancêtres de la région de l'Est donnent leur onction traditionnelle pour que votre mission à l'Est soit productrice et florissante. Nous sommes ici, nous parlementaires, de par la volonté du président Paul Biya, qui fait de sa jeunesse un atout pour son développement à l'horizon 2035. La caravane du réseau Espérance Jeunesse a ensuite mis le cap sur Abomban à l'école technique. C'est constitué de molécules telles que le bisphérol A ou encore des carbonates qui peuvent être dégradés. Les conséquences immédiates, c'est qu'on est plus exposé à faire plus rapidement toutes sortes de pathologies liées déjà à l'alcool. Mais
Plus grave encore, les cellules nerveuses seront les plus attaquées. On va observer des personnes qui consomment du whisky frélaté, conservé dans des bouteilles ou bien des conservants en plastique, qui vont perdre la vue immédiatement. Subjectif, ce sentiment intime de vivre l'expérience et être le sujet de nos perceptions. À consommer avec modération, peut-on lire quand même? Oui, quand même. Actualité dans le monde rural, le ministère de l'Agriculture remettait des semences de maïs hybrides à haut rendement aux producteurs des régions du centre, sud et est. La cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade de la mairie de Nkola-Famba était présidée par Madame le ministre léguée Clémentine Nanga Messina. Cérémonie racontée ici par Marie-Alphonse Ona Agbe de CRTV Centre. Appuyer les producteurs, c'est une habitude renouvelée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à l'endroit des populations de la région du centre pour maintenir son statut de bassin de production. Cette année, le choix a été porté sur le maïs hybride pour l'arrondissement de Nkola-Famba. Le maïs est l'un des produits les plus consommés dans notre pays. On peut faire du maïs même en ce moment-là en contre-saison. Pour la sécurité alimentaire, donc en général, les productions végétales et les productions animales, on a besoin de maïs. Il y a des produits comme ça phares au niveau du gouvernement qui assurent la sécurité alimentaire des populations. L'amélioration génétique du maïs hybride repose sur la technique d'hybridation. Booster sa production permettra d'engranger des revenus remarquables qui pourront conduire à long terme à la mécanisation agricole. 400 sacs de 25 kg de semences de maïs hybride pour une région à vocation agricole. Le geste n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents. Je suis déjà très heureuse pour ce don que je reçois ici en Nkola-Famba. Ça paraît curieux, mais je dis nous sommes au Cameroun. Ça signifie très bien que le vivre ensemble ici est très avancé. La vulgarisation du projet maïs hybride s'inscrit dans les projets innovants et porteurs du moment. Un rendement très élevé de la production optimisera la chaîne alimentaire des populations de Nkola-Famba, une solution de lutte efficace contre la pauvreté dans cet arrondissement à la terre aride du fait des changements climatiques. À une autre échelle, les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage sont également mobilisés pour le développement de ce secteur agropastoral. Les ministres Henri Eyebe-Aïssi et le docteur Taïga co-présidaient ce mardi les travaux du comité de pilotage du programme de consolidation et de pérennisation des secteurs agriculture, élevage et pêche au Cameroun. L'intérêt de ces travaux, Florence Ngwangele. Près de 5000 jeunes ont déjà été formés au Cameroun depuis 2008 dans les métiers agropastoraux et 3000 installés à leur propre compte. Un bilan fort évocateur qui met au centre du développement économique le secteur agropastoral. La rencontre tenue à Yaoundé avait donc pour principal objectif d'évaluer les 2 premières phases de ce programme sur la formation professionnelle des jeunes dans ces domaines. On a mis des nouveaux contenus qui sont portés désormais par des référentiels de métiers. On a progressivement recyclé l'équipe pédagogique et même recruté de nouveaux formateurs. On a amélioré le cadre de vie en construisant des salles de classe et des dortoirs. Et enfin, on a mis en place un dispositif pour accompagner les jeunes au terme de leur formation à s'installer pour être agriculteurs, éleveurs ou pêcheurs. Les pouvoirs publics, à travers les résultats engrangés au cours des phases précédentes, n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. D'où la mise sur pied d'une autre phase qui aura un impact sur l'économie nationale. Il est donc question de consolider toutes les démarches et outils qui ont milité pour qu'on ait ces résultats aujourd'hui. Et il faut maintenant pérenniser pour que désormais le dispositif qu'on a rénové et mis à niveau reste jusqu'à l'éternité. L'agriculture, la pêche et l'élevage sont des secteurs qui génèrent des devises importantes. L'apport du gouvernement constitue à travers ce programme une source d'espoir pour les jeunes diplômés ou non. Dans les finances, le ministre Louis-Paul Motazé recevait en audience ce mardi
une délégation de EDF, Électricité de France. Au menu des échanges, le point sur l'état d'avancement du projet de Nachtigal, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation du potentiel hydroélectrique du bassin de la Sanaga. Je vous propose d'entendre ici Madame Marianne Legnaud. Elle est le directeur exécutif du groupe EDF. Elle explique l'état d'avancement de ce projet dans une interview avec notre reporter Alvin Giselze. Le groupe EDF que je représente, bien sûr le gouvernement camerounais et la SFI, et notre venue aujourd'hui pour rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre, c'est aussi la volonté de faire le point sur les quelques sujets qui nous séparent du closing financier et de la décision d'investissement qui nous permettra de commencer la construction le plus vite possible. Donc des questions qui sont en train d'être traitées et résolues, qui ont trait à la concession, au groupe qui va acheter l'électricité ainsi produite, donc qui est la société Eneo, et puis des questions de finalisation des processus financiers entre l'ensemble des acteurs financiers de ce projet. Donc nous sommes très confiants que ce projet est sur la bonne voie et sur une route qui doit être une route droite qui nous mène maintenant à la construction de ce barrage sur la Sanaga. Les principaux gestionnaires de la dette publique du ministère de l'Économie et du ministère des Finances sont en session de formation